Merci encore de votre invitation. Je suis ravi d'être en Bretagne, puisque étant breton moi-même, je suis ravi de venir exalter les compétences bretonnes dans un domaine qui est un domaine de pointe et de haute technologie, et de partager avec vous les réflexions sur ce risque majeur de la société moderne. Alors, on a parlé de la Caisse centrale de réassurance. Juste un mot pour dire qu'effectivement, c'est une entreprise publique détenue à 100% par l'État, qui a vocation à indemniser principalement sur ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Et on peut dire que déjà l'année 2016 a été bien chargée en catastrophes naturelles. Mais elle a vocation aussi, au titre de ses activités de marché, de concurrence, de réassurer. Elle a comme mission de réassurer toute une série d'autres risques, l'assurance vie, les risques à l'exportation aussi, en liaison avec la COFAS. Donc il y a de toute façon dans notre métier, au-delà des catastrophes naturelles, une responsabilité d'agir sur tous les risques qui sont ceux des industriels ou des personnes. Et parmi ces risques, effectivement, il y a ce qu'on appelle, nous, les risques émergents. Et le cyberrisque est évidemment au premier rang de ces risques émergents. Alors les assureurs aujourd'hui sont devant, et je vais être assez rapide et assez simpliste, sont devant une difficulté, assureurs et réassureurs, sont devant une difficulté avec le cyberrisque qui est assez basique. C'est que la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que le cyberrisque est assurable ? Est-ce qu'il est assurable ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'une part une capacité d'identifier je dirais les risques, les dommages potentiels ? Est-ce qu'il y a une capacité d'analyser les coûts de ces risques ? Et on s'aperçoit que dans la définition même du cyberrisque, de la cybercriminalité, enfin de toutes les menaces qui constituent le cyberrisque, en réalité, il y a toute une série de dommages qui peuvent intervenir, qui soient des dommages matériels, mais également des dommages immatériels. Et les assureurs et réassureurs, face à une situation de ce type, sont dans un grand embarras, puisqu'on est dans l'impossibilité d'évaluer potentiellement des risques, puisque le métier de l'assureur, je le rappelle, c'est tout de même de faire une analyse actuarielle du risque couru, qu'il s'agisse du risque d'assurance automobile, de catastrophes naturelles, l'assurance vie, et donc d'avoir des séries historiques qui permettent de démontrer ou de faire ressortir une récurrence de ces risques, et par ailleurs une connaissance des zones assurées ou des dommages assurés, des éventuels dommages assurés, et de ce fait de faire une évaluation quantitative pour calculer des primes et pour donc délivrer cette assurance qui est attendue par les opérateurs, qu'il s'agisse des personnes individuelles ou des collectivités ou des entreprises. Donc la première difficulté pour les assurances aujourd'hui, c'est effectivement d'être capable de cerner dans des termes très précis, dommages matériels, dommages immatériels, avec des limites quantitatives, ce risque. C'est notre première responsabilité aujourd'hui, c'est sur quoi travaillent tous les organismes d'assurance, toutes les compagnies d'assurance ou de réassurance, les organismes publics professionnels, je pense notamment à la Fédération française de l'assurance. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attente d'une solution. Il faut savoir que seulement 5% des entreprises aujourd'hui sont assurées contre le cyberrisque, et encore dans des termes extrêmement limités, qui sont très loin de couvrir d'éventuels dommages ou de catastrophes. Alors l'autre difficulté pour les assureurs, c'est non seulement d'identifier quel type de risque il peut y avoir, mais également, dans le cas de la réassurance, d'évaluer ce que pourrait être un cumul de risques. En d'autres termes, le réassureur, lui, intervient sur un ensemble de risques assurés. On parle de l'automobile, encore une fois, de la catastrophe naturelle, qui sont négociés dans le cadre d'un traité, et les assureurs eux-mêmes, voyant la masse de risques qu'ils ont pris sur un tel ou tel type d'activité, vont se réassurer auprès d'organismes de réassurance comme la Caisse centrale de réassurance ou la SCOR, ou les grands réassureurs internationaux comme Munich Re, Swiss Re, Partner Re, etc., ou des Japonais. Et de ce fait, on a aujourd'hui également une certaine ignorance de ce que pourrait être en cumul le risque d'une cyberattaque. Et de ce fait, on est dans l'incapacité, en tout cas on y travaille, mais on est aujourd'hui dans l'incapacité d'afficher une évaluation des primes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand les assurances, quand certains risques certaines entreprises sont assurées, j'ai parlé de 5%, en réalité par rapport à une assurance dommage, on est déjà dans une surprime de l'ordre de 20%, et encore sur une définition assez limitative de ce cyberrisque.
La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que les assureurs sont partie prenante de toutes les analyses qui sont faites et notamment de toutes les mesures de prévention qui sont préparées. Et donc nous souhaitons, et bien entendu tous les assureurs, mais les organismes professionnels également, nous souhaitons être associés à ce travail de prévention qui est absolument fondamental. Et donc là, nous le faisons dans les catastrophes naturelles avec ce qu'on appelle les plans de protection dans les communes. Bon, l'exemple de la faute sur mer, par exemple, est un exemple qui a marqué tous les esprits, là encore pour des raisons d'inondation. Dans le cas du cyber-risque, il va falloir effectivement que tout le monde se mette autour de la table, les assureurs avec tous les autres acteurs, pour analyser ce que pourrait être une prévention. Car qui dit assurance dit forcément prévention. Et donc, à partir du moment où il y a un certain degré de prévention ou de sécurisation, les primes varient elles-mêmes selon que, effectivement, une entreprise est plus ou moins sécurisée ou s'est donné les moyens de sécuriser ses systèmes. Voilà un petit peu la problématique. Ce qui est central, c'est effectivement cette formule qui peut faire peur un peu, c'est est-ce que le cyber-risque est assurable ? Peut-être, on vient de parler de l'assurance vis-à-vis des entreprises. L'objet connecté, lui, concerne tous les citoyens. Est-ce que cet univers de l'objet connecté va bouleverser complètement le monde de l'assurance aujourd'hui ? Si je prends le cas de l'automobile connectée aujourd'hui, si on arrive à pirater des véhicules, alors soit d'un point de vue à distance, de prendre le contrôle d'un véhicule, comment est-ce qu'aujourd'hui le monde de l'assurance appréhende cette évolution de l'Internet des objets qui finalement fait que notre monde quotidien est connecté? Ça, sur l'automobile, c'est assez simple. On protège contre le vol, on protège contre la détérioration, on protège contre l'accident. Effectivement, si le véhicule est piraté, on est dans le cadre d'une assurance vol. Il n'y a pas de spécificité particulière. Et si on prend le cas d'un véhicule qui, par exemple, est piraté à distance et avec des prises de commande et qui engendre un accident multiple qui pourrait tuer plusieurs personnes, quelle est à ce niveau-là, comment est-ce qu'on fait pour définir et assurer le risque en sachant que c'est assez naissant, toute cette problématique. Et puis, un peu plus loin, c'est aussi l'automobile autonome dont on parle à l'aune 2030. Ça, c'est un problème qu'ont les assureurs, effectivement. Dans les contrats d'assurance automobile, il y a des limites, on va dire, de responsabilité. Il y a des franchises. Et donc, on va appliquer les mécanismes classiques cette fois-ci. Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Les mécanismes classiques de limitation de responsabilité et de franchise selon, effectivement, ce type de risque. Mais une voiture qui est piratée, qui cause un accident, ça rentrera nécessairement dans le champ de l'assurance automobile. Disons que là, ce sont des risques qui sont identifiables. Ce dont je parlais tout à l'heure à propos de l'assurabilité, c'est les conséquences économiques, matérielles, immatérielles, sur la réputation, par exemple, d'une entreprise qui s'est peu protégée. Là, on n'est pas capable de faire une évaluation de ce risque. En matière automobile, on reste quand même dans une pratique, même si, encore une fois, l'accident proviendrait de nouveaux types d'attaques ou de nouveaux types de comportements, on reste quand même dans le cadre d'une démarche d'assurabilité. Enfin, je veux dire, on n'est pas pris au dépourvu là-dessus. Mais avec des franchises, avec des limitations de responsabilité. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Blaillot.